Bonjour à tous, bonjour à tous nos collègues de Nouvelle-Aquitaine et nos collègues d'Auvergne-Rhône-Alpes. Je ne sais plus le combien c'est de web séminaires qu'on organise ensemble avec Trajectoire Tourisme, mais ça commence à faire quelques petites années qu'on fait ça et c'est plutôt bien. J'espère que vous en êtes satisfaits aussi. Aujourd'hui, Florent et Camille, donc moi-même et ma collègue Camille de la Mona, on va animer un web séminaire autour de l'intelligence émotionnelle afin qu'on réfléchisse à pourquoi cette intelligence émotionnelle est importante, notamment dans le travail. À nos côtés, on aura Sophie Nonem-Macher qui se présentera un petit peu tout à l'heure, qui va animer tout ça et présenter de manière plus détaillée ce que je vais vous introduire. Avant de lui laisser la parole, j'ai 3-4 slides de moi à passer pour vous mettre un petit peu dans le contexte. Et donc, Sophie, je compte sur toi pour le soutien du passage de slides. Vas-y, tu peux enchaîner. Donc ça, c'est le petit pitch sur lequel vous êtes inscrit. Grosso modo, ce qui me semblait intéressant, en fait, c'est de montrer qu'on réfléchit beaucoup avec des compétences techniques dans le travail, quand on recrute, quand on nomme des gens à des postes. Et finalement, on s'aperçoit que plus on travaille sur ce champ-là, ce n'est pas forcément suffisant pour créer des bons projets, pour travailler en équipe, en tout cas pour avoir une bonne dynamique. Et c'est ce qu'on va essayer de décrypter un petit peu aujourd'hui. La slide suivante. Peut-être que parmi vous, dans vos offices de tourisme, dans vos CRT ou dans vos CDT, vous avez travaillé sur des profils. Notamment, je vous ai mis par exemple à gauche tout ce qui est les profils d'intelligence multiples. On a dans nos équipes, et on est chacun de nous sensible différemment en fait, à ce qu'on perçoit par l'écrit, ce qu'on perçoit par l'oral, ce qu'on perçoit par le visuel. Donc ça, c'est aussi important et nous, on travaille de plus en plus sur ce sujet-là pour voir comment dans les équipes, les différentes perceptions peuvent du coup, des fois créer des crispations, créer des problèmes dans la gestion d'un projet. Quand quelqu'un dit quelque chose, quand quelqu'un écrit quelque chose, parfois la perception n'est pas forcément la même par la personne qui lit ou qui écoute ce message-là. Vous avez peut-être aussi fait des profils Belbin, donc ça c'est ce que j'ai mis au milieu, pour voir en fait plutôt au niveau des rôles et des compétences, comment une équipe pouvait fonctionner ensemble. Vous êtes peut-être passé, donc ça c'est par le petit dessin à droite, sur les profils disques, qui est encore une autre approche, complètement, enfin pas complètement différente, parce que souvent tout ça se regroupe. Mais ces entrées-là, elles sont davantage liées en fait au rôle et aux compétences. Et ce qu'on va faire aujourd'hui, Sophie, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est plutôt travailler sur un autre champ complètement différent, qui est le quotient émotionnel. Et notre objectif pendant cette heure-là, passée ensemble, c'est de réfléchir à, quelle que soit la taille de notre organisation, de nos équipes, de notre structure, des équipes projets, en fait, il est important que ça fonctionne bien. Et pour ça, il y a d'autres compétences et d'autres choses à regarder. Donc, on aura la chance aujourd'hui, Sophie, c'est la dernière fois que je t'embête et après, du coup, tu as la main, de travailler avec Sophie, qui se présentera rapidement. Moi, j'introduis un petit peu pourquoi Sophie. On travaille avec elle sur pas mal de petits sujets depuis quelques années, notamment sur tout ce qui est management et qualité de vie au travail. Fait partie de l'équipe pédagogique qui travaille à nos côtés sur le parcours Entracte, au service des managers pour réfléchir à la qualité de vie au travail. Et Sophie, on utilise ses compétences sur des sujets qui sont peu traités dans les offices de tourisme. Donc, il y a le quotient émotionnel, mais également tout ce qui peut être inclusion, diversité, égalité homme-femme, le fait religieux, tout un tas de sujets en fait qu'elle travaille et qui nous semblent hyper intéressants pour notre réseau. Sophie, je te laisse la parole désormais. Si vous avez des questions avec Camille, on veille au chat et on vous laissera en fait quelques minutes à la fin de cette présentation pour pouvoir répondre à vos questions si on arrive à y répondre. Est-ce que c'est bon pour vous? Des petits pouces ou des petits pas pouces pour me dire que c'est pas bon? Ok, merci beaucoup. Sophie, je te laisse la main.
Merci beaucoup, Florent. Bonjour à tous. Je suis ravie d'être avec vous ce matin. Donc, effectivement, je ne vais pas être longue sur ma présentation. Je travaille beaucoup sur les sujets diversité et inclusion, sur l'activité avec les projets Entract, Mojact, avec la Mona. C'est un sujet, l'intelligence, et je vais aller tout de suite à mon sujet, en fait, parce que le sujet de ce matin, c'est un sujet sur lequel j'ai commencé à m'intéresser, justement, et on va pas tout de suite le dire, mais on va faire un petit quiz, donc ça va être sympa, et pour ceux qui connaissent le Kahoot, il faudra préparer mon téléphone portable. L'intelligence émotionnelle, c'est un sujet sur lequel je suis allée parce qu'à un moment donné, quand on travaille sur les questions d'adéquation en équipe, justement, pourquoi à un moment donné, on arrive à recruter des gens qui ont les compétences, mais finalement, ça ne matche pas avec les personnes, ça ne se passe pas forcément bien. Quand on travaille sur les questions de diversité et d'inclusion, la question se pose forcément de se dire comment on fait pour inclure une personne dans l'équipe et que ça se passe au mieux, est-ce qu'on ne passe pas à côté de quelque chose? Et c'est vrai que ce sujet de l'intelligence émotionnelle, en fait, est un sujet un peu d'actualité. Sur lesquels ça vaut le coup de s'arrêter parce qu'il y a des réponses à aller trouver. Il n'y a pas de baguette magique et il n'y a pas de règles non plus. Ça dépend des équipes, ça dépend des fonctionnements de chacun. Mais on va voir qu'en fait, il y a quand même des clés de compréhension qu'on peut avoir pour, à un moment donné, se poser la question de savoir comment l'autre fonctionne et comment, à un moment donné, moi, j'arrive en réverbération avec ce fonctionnement-là, ce qui peut parfois provoquer des conflits, comme vous le savez, comme vous en vivez peut-être parfois, malheureusement. Et à l'inverse, on va avoir des relations de travail parfois très épanouies. Et comme on est tous en recherche d'un environnement de travail qui soit agréable et qui soit fonctionnel, autant au niveau de nos relations interpersonnelles qu'au niveau de nos activités professionnelles, et ben forcément, on cherche tous des solutions dans ce sens. Alors, on va démarrer par un petit quiz, ça c'est pour le côté un peu ludique et sympa de l'intervention, comme on est à distance et que forcément il faut qu'on casse un petit peu ce côté écran interposé. L'idée pour vous, c'est d'aller sur kahoot.it. Donc attention, pas sur kahoot.com et d'y aller à partir de votre téléphone portable connecté sur Internet parce que vous allez avoir les questions qui vont s'afficher à l'écran et vous allez répondre avec votre téléphone portable. Donc, allez bien sur Kahoot, K-A-H-2-O-T.it et pas sur .com. Si on vous demande de faire une inscription, c'est que vous êtes sur .com, ça ne marche pas. Donc, c'est sur kahoot.it. Et quand vous arrivez sur kahoot.it, alors sur un applicatif, en fait, vous allez avoir cette couleur. Ah mince, comme j'ai un fond d'écran, attendez. Faut que je gère hop, voilà, le visuel, là, ça doit marcher. Quand vous arrivez sur Kahoot, vous allez avoir un écran un peu violet comme ça, qui va vous demander un code PIN. Voilà, j'espère qu'on le voit sur la cam. Voilà. Le code PIN, je vais vous le donner. Donc, en fait, vous allez rentrer un code PIN, un pseudo, un prénom, comme vous voulez. Et une fois que tout le monde sera connecté, on démarre le quiz. Donc, des questions simples, rassurez-vous, personne ne sera jugé sur ses réponses, mais ça va permettre de pouvoir jouer ensemble. Est-ce que c'est OK pour tout le monde? Est-ce que je remets dans le chat peut-être comment ça s'écrit? .it. Des fois, avec les micros, ce n'est pas évident. Je vous ai remis dans le chat, voilà, kahoot.it sur le téléphone. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? J'arrête mon écran de partage là. Je vais aller sur mon autre fenêtre. Et comme ça, on va pouvoir, je vais pouvoir vous donner le code PIN surtout. Hop. Ah, forcément, tout à l'heure, on a vérifié avec Florent, ça marchait bien. Et là, alors, attendez, hop, voilà, je vais générer un code PIN. Enlever le son parce que ça s'allume toujours très fort. OK. Le Kahoot, mais du coup, c'est un outil qu'on utilise assez régulièrement en formation notamment, hein, pour permettre d'être acteur aussi un petit peu de ce qui se passe et de pas être seulement en écoute et en descendant. Voilà. Alors, le code PIN du jeu, il s'affiche sur l'écran, 583 90 83, et vous avez tout compris parce que je vois que tout le monde se connecte. Donc, du coup, en fonction des connexions, donc, on va être à un moment donné peut-être un peu limité sur les connexions. Je ne sais pas si tout le monde pourra se connecter parce que des fois, en fonction de votre Internet, si vous êtes en fibre ou pas, les endroits où vous êtes, ça ne marche pas toujours super. Voilà, donc j'espère qu'on aura un maximum de joueurs. Et si jamais vous n'arrivez pas à vous connecter, n'hésitez pas à jouer via le chat.
et à jouer quand même avec nous via le fil de discussion, peut-être en simplement notant les couleurs des bonnes réponses, si vous avez des difficultés à vous connecter. Voilà. Ouais, du coup, on est nombreux, hein. Ça va être intéressant. Ouais, il y a un côté de challenge en plus, du coup. Ah, il y a quelqu'un qui, voilà, des fois, il y a des déconnexions. Vous voyez, on a eu une connexion, déconnexion. OK. Bon, je pense qu'on va démarrer comme ça. Et ceux vraiment qui n'arrivent pas à se connecter, je vous encourage à utiliser le chat, du coup, pour jouer quand même si vous n'apparaîtrez pas forcément à l'écran, vous pouvez jouer quand même. Alors, des petites questions faciles. La première que je vous pose, je peux toujours faire preuve d'empathie. C'est oui, c'est non. D'après vous, est-ce que je peux toujours faire preuve d'empathie? Notamment au travail, hein, puisque c'est notre question, c'est notre sujet. Alors, je vous laisse répondre. Alors, à chaque fois, vous voyez, il y a le nombre de réponses qui s'agrémentent et le timing à côté, très partagé, hein, 24-25. Eh bien non, en fait, je ne peux pas toujours faire preuve d'empathie, effectivement, parce que je suis un être humain. Et par moment, en fait, il y a des personnes vers qui j'aurais beaucoup plus de difficultés à faire preuve d'empathie, notamment parce qu'il y aurait une distance émotionnelle qui va se créer, en fait, tout simplement. Donc, je ne peux pas toujours faire preuve d'empathie parce que je ne suis pas un robot. Alors oui, ça s'agrémente au niveau des points aussi, c'est pour le côté un peu challenge, pour ceux qui aiment jouer. Alors là, on est sur une sélection multiple, il y a plusieurs bonnes réponses possibles. Une situation de crise est une situation de conflit, une situation dans laquelle deux individus n'arrêtent plus à discuter, une situation où il faut prendre de la distance. Plusieurs bonnes réponses possibles, vous cochez les bonnes réponses possibles, vous validez. Il faut bien penser à valider pour que ça prenne en compte votre réponse. N'hésitez pas à jouer sur le chat si vous n'avez pas pu vous connecter au Kahoot, hein, du coup. Je vois sur le chat qu'il y en a qui connaissent déjà Kahoot et effectivement, les étudiants adorent ça notamment. Mais pas que, en fait, on adore tous les jeux. Alors là aussi, très partagé du coup, mais effectivement, vous voyez, il y en a qui ont choisi que 2 bonnes réponses, mais les 3 étaient bonnes en fait dans cette question. Une situation, ça peut être une situation de conflit, ça peut être une situation dans laquelle 2 individus n'arrivent plus à discuter, ou une situation où il faut prendre de la distance pour arriver à sortir du côté émotionnel et des ressentis qui sont parfois difficiles en entreprise à contrôler et qui pourraient nous faire ou dire des choses sur lesquelles on aurait du mal à revenir. Sélection multiple, chercher à répondre à nos besoins, c'est et plus important que répondre à nos envies, empêche les autres d'assouvir les leurs et moins important que répondre à nos envies, nous aide à persévérer. Plusieurs bonnes réponses possibles. D'après vous, est-ce que chercher à répondre à nos besoins, c'est plusieurs bonnes réponses possibles et vous validez, même chose. Attention, vous avez un timing un peu plus serré, il reste 8 secondes. Donc, si vous ne répondez pas dans les délais, pensez bien à valider, ça accélère les réponses. OK. Effectivement, on était bien sur ces 2 réponses-là, et plus important que répondre à nos envies, et nous aide à persévérer aussi, parce que c'est ce qui va nous permettre aussi, à un moment donné, de mettre en place des stratégies, notamment pour arriver à nos objectifs. Petit changement de classement. Ça se bagarre pour le podium. Pour pratiquer l'empathie, il faut être dans le même état émotionnel que l'autre, avoir une expérience comparable à celle partagée, solutionner les problèmes de l'autre, le conseiller, ou tenter de comprendre l'autre et son émotion. Pour pratiquer l'empathie, qu'est-ce qu'il faut prioritairement? Là, ça répond vite. Hein. Vous avez compris qu'en fait, quand on répond juste et rapidement, on a plus de points. Voilà. J'ai 52 réponses, OK. Donc, effectivement, tenter de comprendre l'autre et son émotion, ce qui n'est pas toujours évident, mais en tout cas, c'est ce qu'on va tenter de faire au quotidien dans nos relations au travail pour éviter d'être en conflit avec nos collègues. Question 5, sélection multiple, plusieurs bonnes réponses possibles. Être intelligent émotionnellement, c'est avoir un QE de 155 ou plus, savoir gérer et utiliser ses émotions, connaître ses besoins, connaître par cœur vice-versa de Disney. D'après vous, être intelligent émotionnellement, c'est quoi? Plusieurs bonnes réponses possibles et vous validez. Donc, on a le petit timing à gauche, ça égrène. Il reste 8 secondes, 7 secondes.
La pression, pour ceux qui n'ont pas encore répondu. Alors oui, il y avait ces deux bonnes réponses-là. Savoir gérer et utiliser ses émotions, hein, bien sûr, c'est effectivement la base. Et puis connaître ses besoins, hein, pour pouvoir effectivement être aussi dans la recherche de l'assouvissement de ses besoins, parce que sinon, ça va déclencher derrière, effectivement, certains ressentis qui ne sont pas forcément ceux de la réalité. Question 6, s'affirmer, c'est toujours obtenir ce que l'on veut, ne jamais revenir sur ce que l'on demande ou veut, faire valoir ses besoins et droits, c'est être positif. Bon, ça va, je suis rassurée parce que vous répondez super vite, donc je me dis c'est voilà, super simple, super. 42, ça va faire valoir ses besoins et ses droits, tout à fait. On est là-dessus. Alors, c'est utile d'être positif aussi au quotidien, j'en ai conscience, mais du coup, on est sur un autre champ. Un petit changement sur le podium. Question 7. Dire leurs 4 vérités aux gens. C'est s'affirmer? C'est faux ou c'est vrai? Ça va très vite sur les réponses. Personne ne joue sur le chat, donc je pense que tout le monde a réussi quand même à se connecter. Oui, c'est évidemment, c'est faux. Pourquoi? Parce que dire leur 4 vérités aux gens, c'est surtout affirmer sa propre vision de la réalité. Hein. Ce n'est pas forcément la vérité universelle, ce n'est pas forcément celle de la personne, donc c'est souvent assez violent. Donc, ce n'est pas s'affirmer que de dire la vérité, les 4 vérités aux gens. C'est pas ça, s'affirmer. On reviendra dessus si vous voulez. L'empathie, c'est être gentil et compréhensif avec les autres, conseiller l'autre pour l'aider à s'en sortir, rassurer notre interlocuteur s'il est triste ou perdu, traduire l'émotion et le besoin de l'autre. On reprendra un peu les notions, justement. Ok, tout à fait. Traduire l'émotion et le besoin de l'autre. On est toujours dans cette corrélation, en fait, entre la traduction de l'émotion, mais aussi répondre à notre propre besoin, répondre aux besoins de l'autre. Et c'est qu'en faisant ça qu'on va réussir à mettre en place une relation équilibrée, finalement. Et la dernière question, quand on s'affirme, on doit regarder son interlocuteur dans les yeux, être autoritaire s'il le faut, donner des arguments et des opinions incontestables, être ferme dans ses demandes. Donc là, on est sur ce côté affirmation qu'on a abordé tout à l'heure déjà. Il reste 9 secondes. Ok, très partagé. Du coup, effectivement, il y avait plusieurs bonnes réponses possibles. Regarder son interlocuteur dans les yeux, hein, une des conditions, effectivement, quand on est dans l'échange et dans cette relation interpersonnelle, c'est important. Être ferme dans ses demandes, puisque ça répond forcément à un besoin. Alors, vous avez été nombreux à dire donner des arguments et des opinions incontestables. Alors, on reviendra peut-être sur cette idée, mais ce qui peut être incontestable pour vous et qui ne le sont pas forcément pour la personne qui les entend. Donc finalement, ce n'est pas forcément une bonne option. Alors, sur le podium, du coup, on a, avec 8 bonnes réponses sur 9, Justine, M, Nathalie, 33, et toutes les 3. Et Maïté, sur le podium, c'est le temps qui vous a départagé. Du coup, Caroline et Mathilde arrivent juste derrière. Mais 8 bonnes réponses sur 9. C'est super. Bon, ben en fait, je vais repartir parce que du coup, j'ai rien à... Vous avez déjà tout compris. Hop, alors attendez. Bon, j'espère que ça vous a plu, le petit quiz. Je vais ouvrir, je vais repartir sur mon autre feuille. C'était là. Bon, a priori, ça vous a plu. Pourquoi je n'arrive plus à retrouver la présentation? Hop. Alors, je vais fermer les autres fenêtres parce que c'est peut-être à cause de ça. Ah, si, elle est là. C'est bon? Ok. C'est bon, je l'ai.
Voilà pour le petit quiz ludique. Et alors, de quoi on parle quand on parle d'intelligence émotionnelle? On parle de toutes ces aptitudes émotionnelles et sociales qui vont influencer en fait la façon dont on se perçoit, nous, mais aussi la façon dont on s'exprime et dont on interagit avec les autres. Et c'est aussi la façon dont on va appréhender, on va gérer les obstacles et les difficultés qu'on peut avoir au quotidien. Et on en a forcément un certain nombre dans notre univers professionnel. Et ça va forcément aussi influencer la manière dont on va prendre des décisions. Donc, on voit que c'est au cœur d'un certain nombre de choses importantes qui nous portent au quotidien et qui font en fait notre quotidien de travail. Donc, cette intelligence émotionnelle, on en parle de plus en plus parce qu'on se dit que c'est pas quelque chose qui est inné, c'est quelque chose qu'on va acquérir, notamment à travers nos expériences et nos interactions sociales. On l'a vu dans le petit quiz, en fait, si on veut travailler sur cette question de l'intelligence émotionnelle, on doit d'abord commencer par reconnaître nos propres émotions, savoir les analyser, ou en tout cas tenter de les analyser au mieux pour les canaliser, comprendre comment on fonctionne et prendre aussi conscience que finalement, dans une relation, on n'est jamais tout seul. On est au moins deux, donc chacun doit prendre aussi sa part de responsabilité, puisque de toute façon, et on le voit bien dans nos désirs de travail, si on travaille seul, on n'aura pas forcément de problématique, mais à partir du moment où on travaille avec des personnes différentes, forcément, on va se mettre en place une interaction et on n'est pas seul dans cette interaction. Donc, on n'est pas responsable non plus de toutes les relations, qu'elles soient fonctionnelles ou dysfonctionnelles. On a tous notre part et de responsabilité et aussi dans l'autre sens du côté positif, évidemment. Alors, pour quel objectif? Comme on l'a dit et comme Florent l'avait dit effectivement au départ, l'objectif pour tout le monde aujourd'hui, c'est quand même d'arriver à avoir des relations de travail favorables, fonctionnelles. Donc, on va chercher à optimiser ces relations de travail pour qu'elles soient agréables. C'est aussi pour des entreprises pouvoir permettre d'arriver à avoir une cohésion d'équipe qui soit effective. Et ça, c'est compliqué à faire si on ne partage pas les mêmes valeurs de l'entreprise, si on a des problématiques de communication, si on n'est pas d'accord sur les fondements de ce pourquoi on est là. Et puis, dans certains cas, effectivement, ça permet aussi d'améliorer sa relation client, prestataire, parce que cette interaction qu'on va mener au-delà de nos propres collègues immédiats, elle va avoir un impact économique sur l'activité de l'entreprise. Donc, l'objectif, il est multiple et on pourrait en trouver d'autres encore, mais ceux-là sont importants. Alors, on va revenir, et surtout, si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter à m'interrompre parce que des fois, quand je suis, même si je sais que Florent veille, mais des fois, quand je suis partie à parler, on ne m'arrête plus. Il faut revenir sur les définitions. On n'a jamais vraiment été éduqué à exprimer nos émotions et à exprimer ce qu'on ressent vraiment. Et cette pratique, elle est souvent le cas encore dans beaucoup d'univers de travail où on a entendu pendant encore longtemps et on l'entend encore. Hein, le côté, vous savez, les émotions, elles sont à la porte, elles restent à la porte de l'entreprise, elles ne rentrent pas. On sait par expérience que même si on dit ça, c'est juste impossible. Et au contraire, peut-être que les laisser à la porte n'est pas forcément une bonne option puisque du coup, on va générer des sensations, des sentiments, des ressentiments qui peuvent être d'autant plus importants dans les relations si on les laisse à la porte. Donc, en termes de définition, quand on parle de l'émotion, c'est tout ce qu'on ressent, mais qui peut être lié à des sollicitations psychologiques, physiques, physiologiques, et qui va traduire notre filtre par rapport au monde qui nous entoure. Donc, il y a un événement, une personne qui arrive, un souvenir, ça va générer une émotion. Alors, les émotions, il y en a 4 fondamentales, on reviendra dessus, mais la tristesse, la colère, la peur, la joie. D'accord? Donc, ça, c'est basique. Normalement, cette définition de l'émotion, on la connaît tous. Là où on n'a pas toujours la pleine conscience, c'est la manière dont l'émotion va interagir en termes de filtre, en fait, sur le monde qui nous entoure. Voilà. La notion de sensation, et on a parfois, d'ailleurs, quand on pose la vous-même des émotions, souvent finalement on va tout mélanger, on va mélanger des sensations avec des sentiments qui n'est pas forcément l'émotion fondamentale. La sensation, c'est tout ce qui est impression physique qui peuvent affecter notre perception mentale, mais aussi nos organes, puisque ça peut être des sensations désagréables aussi, mais ça peut être aussi des sensations agréables, mais qui peuvent aller du désagréable ou douloureux, voire plus agréable, douleur, dégoût. C'est toutes ces sensations, c'est toutes ces notions de ces impressions physiques qui vont être générées par les émotions. Et les situations dans lesquelles on va se retrouver, comme les sensations de confort, d'inconfort, de bien-être, etc.
Le sentiment, c'est cette représentation affective, qu'elle soit positive ou négative, qui va être instaurée dans notre rapport au monde, à l'autre, mais aussi à soi-même. Donc, on peut très bien générer des sentiments d'anxiété ou d'angoisse de façon autonome, j'allais dire, seul avec soi-même, comme c'est éventuellement une relation interpersonnelle qui va générer chez nous ces sentiments. Alors, on va retrouver ces sentiments d'injustice, notamment dans les relations au travail, où on peut avoir la sensation parfois que tel collègue qui fait telle chose est finalement très injuste avec nous. Et donc, cette sensation ce sentiment d'injustice, en fait, va être prégnant dans la relation qu'on va instaurer ensuite avec elle. Donc, on est sur tous ces champs de culpabilité, de bienveillance, etc. Et puis, le ressentiment, qu'on va distinguer évidemment du sentiment. Tu m'interromps, Florence, il y a des choses dans le chat, hein, du coup, parce que je vois je vois des choses qui s'autogénèrent, mais pour ne pas perdre le fil de mon truc, je ne vais pas forcément aller voir tout de suite. Et le ressentiment, vous savez, c'est tout ce qu'on ressent de négatif et de douloureux qui peut vraiment être le début, j'allais dire, d'un mouvement de fuite aussi, qui est adressé à l'encontre de quelqu'un qu'on prend pour effectivement notre agresseur. Et donc, on va avoir des ressentiments qui vont aller de la haine à la vengeance, à l'amertume, à la jalousie, etc. Donc, ça, c'est une émotion négative, effectivement, qu'on va ressentir vis-à-vis de quelqu'un. Et l'autre est forcément responsable de notre état. Alors, pas tout à fait quand même, puisque même si on a cette sensation-là, on s'aperçoit qu'en fait, en allant gratter, comme on est toujours deux dans la relation, on a sans doute notre part aussi dans ces sentiments et ressentiments qu'on peut avoir. Au final, sur l'intelligence émotionnelle, c'est un filtre, hein, c'est un filtre, comme on l'a dit tout à l'heure, un filtre. Et le ressenti, par contre, et ça c'est important, le ressenti que chacun, on a tous des ressentis différents par rapport à une même situation. On peut être, par exemple, avoir le même accident de la route et vous allez interroger les témoins, chacun a vu quelque chose de différent. C'est un petit peu la même chose qui va s'opérer, c'est que sur une situation donnée, bon là, en plus du stress, l'adrénaline, etc., mais sur une situation donnée, deux ou plusieurs personnes qui vont vivre la même situation n'auront pas forcément le même ressenti vis-à-vis de la situation vécue. Donc, le ressenti, il est incontestable. On ne peut pas nier le ressenti de quelqu'un puisque c'est le sien, ça lui appartient et c'est surtout très lié en fait à la manière dont la personne perçoit les choses. Donc, encore une fois, lié à son histoire, à ses propres expériences, etc. Donc, il faut faire attention dans notre relation à l'autre à ne jamais nier le ressenti de l'autre parce que le ressenti de l'autre est une réalité et sa réalité. Ça n'est pas forcément la vôtre. Bon, mais une fois qu'on a intégré ça, on peut se dire qu'on est prêt à écouter le ressenti de l'autre, même si on n'est pas d'accord avec ça. Alors, qu'est-ce que je vous ai mis? Pas mal de choses dans le slide. Alors, vous voyez, c'est ces phrases-là qu'on dit, notamment des managers. Ben, mon manager, il est incompétent. C'est peut-être un ressenti possible, mais finalement, peut-être que tout le monde n'a pas ce ressenti-là, et peut-être que ce n'est pas pour autant la réalité. Hein. De façon globale, ce n'est pas forcément ça. Mais pourtant, c'est des phrases qu'on va dire de façon... qu'on peut dire malheureusement assez régulièrement. C'est comme quand on parle de son manager qui ne vient jamais saluer les équipes. Alors, on va faire un lien direct et puis peut-être que finalement, c'est qu'il méprise ses équipes. Alors, c'est peut-être ce qu'on ressent nous, finalement. C'est notre ressenti que de fait qu'on ne vienne pas nous saluer, en fait, on a l'impression d'être méprisé. Mais ça ne veut pas dire que ce ressenti est vrai pour tous, en fait. Alors, des émotions fondamentales. Combien d'émotions fondamentales y a-t-il? Je vous l'ai dit tout à l'heure, peut-être que vous pourrez répondre sur le chat rapidement, mais... Donc, on continue à être un peu dans l'interaction. Mais vu les résultats du quiz, je n'ai pas de doute sur le fait que tout le monde connaît les émotions fondamentales. Il y a beaucoup de bonnes réponses dans le chat en plus. Donc. Allez, du coup, bon, bah, très bien. Effectivement, c'est 4 émotions fondamentales, même si parfois on en rajoute et on verra selon les conceptions, effectivement, on a des rajouts qui sont faits.
Mes 4 émotions fondamentales qui sont la peur, la colère, la tristesse. Au final, 3 émotions négatives qui génèrent soit de l'inconfort, mais qui peut aussi se développer en souffrance. Et la joie qui, elle, procure du plaisir. Alors, pas de chance, hein, finalement, on va se dire, mince, j'en ai qu'une qui est positive. Mais c'est comme ça, on est tous fait pareil. On a ces 4 émotions fondamentales qui nous construisent, j'allais dire, et qui nous impliquent dans notre rapport au monde. Et au milieu de ça, l'estime de soi. Et c'est là-dessus, effectivement, qu'on va commencer à travailler si éventuellement on veut aller recouvrir une meilleure estime de soi. C'est qu'on va falloir aller travailler sur les émotions fondamentales et pourquoi ces émotions sont là, etc. Bon, c'est le petit schéma de la hiérarchie émotionnelle. On ne va pas forcément aller trop loin dessus. Mais sur les travaux qui ont été faits, on a voilà, l'histoire des émotions a été l'objet de nombreuses études. Du coup, on part de loin. Charles Darwin qui a porté cette idée d'adaptation des émotions pour la survie des espèces humaines. Donc, en fait, quelque chose qui va être un peu de la réaction à une situation pour permettre notre propre survie. Hein. Walter Cannon aborde aussi ce système-là, mais lui, il va parler notamment du rôle du système neurovégétatif, notamment pour les animaux avec les réponses où soit je combats, soit je fuis. On a aussi en fait ce fonctionnement, à dire en fonction des situations, on va fuir ou on va combattre. C'est évidemment pas forcément avec les points, on est d'accord. Hein. Le rôle du facteur émotionnel dans le déclenchement des maladies aussi a été étudié par Walter Cannon. Donc, on sait que... Alors, attention quand même avec ce volet-là, parce que l'idée, c'est pas qu'on est responsable de tout ce qui nous arrive. Hein. C'est qu'effectivement, par contre, on sait que le psychologique a forcément un impact sur le physique à un moment donné. Et effectivement, si on est trop souvent ou trop longtemps dans un environnement qui peut être stressant, on peut déclencher effectivement des maladies. On le verra tout à l'heure, si vous voulez, mais c'est des choses qui ont été étudiées. Sur la notion d'homéostasie, c'est un petit peu différent. On est sur l'idée que le corps humain, en fait, va fabriquer sa propre régulation et va s'auto-guérir. C'est un peu l'idée, bon, c'est la force de l'humanité, et tant mieux. Mais ce n'est pas toujours vrai, et notamment quand on est dans des situations d'inconfort qui perdurent. Pour Paul Ekman, lui, il a rajouté en fait aux 4 émotions fondamentales qu'on a vues tout à l'heure, 2 autres qui sont le dégoût et la surprise. Notamment dans l'expression faciale, puisque l'idée de ces travaux, c'était aussi de dire qu'en fait, on exprime nos émotions facilement, ça dépend des personnes, disons, pardon. On peut voir l'expression des émotions sur le visage des personnes et cette vérification des émotions ressenties peut être aussi une clé de lecture dans nos relations à l'autre. Alors, combattre, fuir et rester passif, déjà dans le chat. Bon, je suis curieuse quand même, j'ai été voir vite fait dans le chat. Oui, rester. Alors, disons qu'on a vraiment 2 émotions, effectivement, sur des situations très chargées, on va dire, en émotions et qui vont nous poser problème. On va plutôt avoir tendance à être sur ces 2 réactions-là, combattre ou fuir. Rester passif, on le voit bien d'ailleurs, hein, parfois on va rester en retrait, mais c'est un retrait du coup d'une situation c'est une réaction qui existe aussi. Hein, on le voit généralement sur les situations. Ça me pensait à hier, je faisais passer dans une formation une caméra cachée où effectivement on était dans une situation qui pouvait être émotionnellement un peu difficile, et puis il y avait effectivement 3 réactions. Mais Walter Cannon a travaillé sur ces 2-là, notamment. La notion de je fuis ou je combats. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas d'autres. Et la notion de je passe à côté en faisant semblant qu'il ne se passe rien existe évidemment aussi. C'est une façon surtout de ne pas se mêler à la situation et de ne pas avoir à prendre parti. Donc, bon, voilà, du coup, mais ça existe aussi. Encore une fois, dans tout ce que je dis, il n'y a pas de jugement de valeur. Par contre, hein, du coup, il n'y a pas de bien ou pas bien. C'est juste de comprendre comment ça fonctionne pour arriver à expliquer aussi et à savoir comment on va pouvoir travailler ensemble dans de bonnes conditions. Parce que l'objectif de l'intelligence, de travailler sur l'intelligence émotionnelle, et Goldman a beaucoup travaillé sur ces concepts-là, c'est de pouvoir en fait à un moment donné s'adapter aux états émotionnels pour permettre de travailler dans de bonnes conditions et de travailler soi-même sur sa conscience de soi. Donc, cette capacité à comprendre comment je fonctionne et quelles sont les émotions qui sont générées
chez moi en fonction de telle et telle situation. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné aussi, dans des situations professionnelles, on va se retrouver dans des environnements qui vont nous mettre en colère de façon très rapide, sans qu'on sache forcément pourquoi. Ces situations vont pouvoir revenir de façon régulière, et tant qu'on n'aura pas mis le doigt sur l'émotion ressentie et qu'on n'aura pas travaillé sur le pourquoi de cette émotion ressentie, on n'arrivera pas finalement à trouver des solutions qui puissent à un moment donné nous amener à être en relation, dans cette relation fonctionnelle qu'on recherche tous avec les autres. Il parle aussi de la conscience sociale, donc cette capacité à détecter, à comprendre les émotions d'autrui et à y réagir. La difficulté pour des personnes qui n'y arrivent pas effectivement, et on voit c'est sur certaines pathologies, il y a des gens qui n'arrivent pas à avoir cette conscience sociale, mais bon là c'est différent, la majorité d'entre nous avons cette conscience sociale, donc on est en capacité de comprendre les émotions d'autrui et d'y réagir, et après la façon dont on y réagit est différente d'une personne à une autre. Et la gestion des relations, donc cette capacité qu'on peut avoir à inspirer ou à influencer les autres. Donc ça rejoint un petit peu peut-être sans doute ce que vous avez pu faire précédemment, ce que montrait Florence sur les différentes études des personnalités aussi, avec des personnalités qui effectivement vont l'être plus que d'autres. OK pour ça? Alors le temps file, hein, j'essaye de... Ouais. Est-ce que du coup, on a prévu plein de slides et peut-être qu'on aurait dû le dire au départ, mais on fera passer ces slides. Donc, Florent. Oui. Donc, c'est pas grave si on n'arrive pas au bout, mais parce que vous aurez d'autres informations aussi sur les slides que vous pourrez avoir a posteriori, voilà, pour vous pouvoir y revenir. Donc, vous embêtez pas à prendre des notes non plus, j'aurais dû le dire au départ. Je vais passer rapidement là-dessus, mais en neurobiologie aussi, il y a une neurobiologie de l'émotion en fait avec une fonction centrale, celle de l'hypothalamus en fait, qui fait partie du système limbique et qui est particulièrement impliquée chez les hommes dans le phénomène de mémorisation et d'expression des émotions. Et on a un lien, du coup, c'est pour ça qu'il y a un couplage, c'est ce que je viens de dire à l'instant en fait. Il y a un couplage entre la situation et l'émotion, et sur des situations qui reviennent, on peut parfois ne pas comprendre pourquoi on a telle et telle émotion. Mais on a aussi l'histoire, en fait, et ce qu'on a vécu précédemment qui va aussi former des réactions par rapport à certaines situations sans qu'on en ait forcément conscience, en fait. Et c'est ce qui va jouer notamment dans à ce niveau-là sans qu'on ait forcément la conscience des choses. Ça nous amène en fait à la question du stress, puisque l'idée aussi, c'est évidemment sur cette question, c'est de pouvoir à un moment donné se ménager, arriver à gérer ses émotions. Très souvent, c'est aussi arriver à gérer le stress qu'on peut ressentir dans telle ou telle situation. En fait. Pour Célie, le stress, c'est un syndrome général d'adaptation. Donc, il est nécessaire. Il n'est pas forcément négatif non plus. Par contre, il faut faire attention parce que, évidemment, quand on est le mode stress, parfois, comme l'explique Laborie dans ses travaux de recherche, le stress, il va vous permettre de survivre à un danger, hein, puisque c'est la sensation, effectivement, c'est la réaction qui va être engendrée par les sensations, par les émotions qui sont déclenchées. Vous allez éventuellement pouvoir vite vous sauver et survivre. Donc, ce stress, il est nécessaire à un moment donné pour comprendre qu'il y a un danger. Par contre, là où c'est compliqué, c'est s'il n'y a pas d'adaptation possible. Donc, effectivement, s'il n'y a pas d'adaptation possible, si je ne peux pas fuir, notamment, alors que ma seule envie à ce moment-là, c'est de fuir, eh bien, je peux rentrer dans un état d'inhibition, d'action, et là, je peux rentrer dans des développements de pathologie. Il reste que 20 minutes. Oui. Donc, les travaux de Célie aussi sont intéressants sur la manière dont le stress Il reste que 20 minutes, mais pas de stress, Sophie. Tout va bien. Mais moi, ça va, je ne suis pas stressée. Je fais de la méditation. Ouais. Ce n'est pas le sujet du jour, mais c'est très utile. En fait, la manière dont on va pouvoir déclencher avec le stress, notamment les syndromes de burn-out. Et ça rejoint les travaux de Laborie qui disent à un moment donné, quand je ne peux plus m'adapter, je m'épuise et je peux tomber dans les syndromes type burn-out, dépression, pathologie physique, du coup, ou psychologique.
On a cette petite infographie de l'ARS en fait qui l'explique très très bien sur la prise de conscience du stress et qui montre en fait que dans une entreprise, on va avoir la situation de stress en fait, elle va apparaître à partir du moment où on va avoir un déséquilibre entre mes contraintes professionnelles qu'on m'amène de l'extérieur, donc qui sont parfois qu'on peut même apparenter à quelque chose de violent quand on en a trop et qu'elles arrivent de façon trop importante et qu'on n'arrive plus à les gérer, et les ressources qu'on a et qui vont nous permettre de pouvoir répondre à ces contraintes. Quand ce déséquilibre survient, c'est là qu'arrive ce risque de stress. Donc, soit j'ai les ressources nécessaires, mais on sait aussi tous que dans des périodes de nos vies, ces ressources-là, elles sont plus petites qu'à d'autres périodes. Parce qu'on a peu de choses à gérer, parce qu'on a aussi des choses à gérer dans notre vie personnelle, dans notre vie familiale. Et du coup, ces ressources-là, elles ne sont jamais les mêmes tout au long de notre vie professionnelle. Donc, il y a des moments où on saura faire, et puis il y a d'autres moments où ça sera plus difficile. Donc, le déséquilibre il serait à ce moment-là, il peut générer chez l'homme, du coup, un état de stress chronique. Et cet état de stress chronique, les études montrent qu'effectivement, il y a des conséquences sur la santé, et donc des conséquences économiques, parce qu'à partir du moment où, effectivement, j'arrête de travailler, où je peux avoir des conséquences économiques aussi liées au fait que je vais m'arrêter de travailler. Je peux très bien aussi, à un moment donné, décider de changer complètement mon environnement. Donc, ça a des impacts aussi sur mon fonctionnement au quotidien. Vous devez connaître des personnes autour de vous qui décident effectivement à un moment donné que c'est trop et que du coup, ils vont changer de vie professionnelle, ils vont changer de vie personnelle et tout va exploser. Et évidemment, il y a un moment donné où ça va aussi avoir des conséquences économiques sur leur quotidien. Sophie, je fais une toute petite pause. Il nous reste un quart d'heure. Si on laisse 5 minutes à la fin pour peut-être des interactions, ce que je te propose, c'est de faire un petit focus là sur les études que tu as présentées, et puis peut-être parler un peu du quotient après émotionnel. Ok. Et puis, en effet, comme tu disais, je pourrais faire un article un petit peu plus ressources, avec plus d'infos, et comme ça, je le partagerai à tous les participants. Ça te va? Ça marche. Quelques chiffres du coup à vous partager. C'était des chiffres différentes sources. Il y a plusieurs études sur le sujet. Un salarié qui se déclare heureux au travail est 2 fois moins malade, 6 fois moins absent, 9 fois plus loyal, 55% plus créatif, 31% plus productif. C'est des études qui montrent surtout qu'en fait un salarié qui ressent le fait d'être heureux quand il va travailler, et on n'est pas forcément sur le bonheur au travail de façon globale. En tant que salarié, on peut avoir des ressources différentes et des choses qui nous rendent heureux. Voilà, on n'est pas tous heureux de la même chose, donc au sens large, effectivement. Mais à partir du moment où mes salariés ressentent ce bonheur à aller travailler, ou en tout cas sont heureux d'aller au travail et sont heureux dans leur travail, on va ressortir tous ces aspects positifs. Plus investi dans la vie de la cité, plus enclin à aider les autres, moins enclin à être en conflit. Ça, c'est ce que nous montrent les études. Donc, du coup, rien de surprenant normalement dans ces chiffres. Il y a cette étude qui est hyper intéressante qui a été faite, qu'elle est très intéressante parce qu'elle a été faite sur 75 ans. Donc, c'est une étude scientifique de l'université d'Harvard. Il y a 724 sujets qui ont été suivis pendant 75 ans par ce chercheur. Et les résultats de son enquête, c'est que la qualité du lien avec nos relations constitue finalement la recette d'une bonne vie. Donc, la qualité du lien de ces interactions sociales est la recette d'une bonne vie. Et le manque de connexion aux autres tue littéralement. Si vous êtes curieux, vous irez voir l'étude complète. Mais ce que ça montre surtout, c'est qu'effectivement, les groupes ont un impact psychologique fort, en fait. Et qu'on est avant tout des êtres sociaux. Donc ça, on le savait déjà. Mais que le fait d'être des êtres sociaux nous demande d'aller vers les autres et de pouvoir construire une relation fonctionnelle. Et à partir du moment où on n'y arrive pas, on est malheureux et ça a un impact sur notre vie de façon complète, mais aussi sur la manière dont notre physique va s'en ressentir. Quand il dit tue littéralement, c'est parce que ça a montré qu'effectivement, il y avait un impact en fait sur la durée de vie, notamment. Du coup. Et du coup, qu'est-ce que je vous ai mis d'autre? Bon, là, on était sur la fameuse et sur une autre étude, je pense. Donc, vous la ferez passer. Il y en a plusieurs, en fait.
pour essayer de répondre à Florence sur les interactions, c'est qu'effectivement, l'idée, en fait, c'est que la connaissance des personnes et de leur fonctionnement permet, en fait, à chaque membre de l'équipe de gagner en efficacité. Encore faut-il que chacun se sente respecté, évidemment, dans sa différence. Donc, ça, on rejoint un autre sujet, mais on est quand même liés. Et évidemment, bon, les changements un peu aussi créer un sentiment de fatigue. Et il y a ce chiffre aussi qui avait été fait qui disait que lorsqu'on démissionne, on ne quitte pas son entreprise ni son emploi, mais finalement, on quitte ses collègues. Et dans 75% des cas, on quitte son chef, quelle que soit la culture des pays analysés. Donc, on voit bien en fait l'impact de la relation à l'autre et on a beau recruter la personne avec les meilleures compétences possibles. Et c'est souvent ce qu'on a tendance à faire quand on recrute la personne avec les bonnes compétences, le bon savoir-être. Sauf que si le bon savoir-être ne correspond pas à l'équipe en place, ben malheureusement, ça ne matchera pas et ça ne fonctionnera pas. Et la personne partira en période d'essai, ce qui arrive régulièrement, où finalement, ça passera rapidement que ça ne fonctionne pas. Donc, des fois, on va se dire, mince, on s'est trompé dans le recrutement. Ce n'est pas forcément ça. C'est juste qu'à un moment donné, dans le recrutement, on a oublié un élément fondamental, c'est l'élément de la relation. Et entre deux personnes d'une équipe, entre 10 personnes d'une équipe, il y a un fonctionnement, une alchimie qui va se créer. Et ça, pour pouvoir la détecter, alors, il y a des outils pour le faire, mais il faut pouvoir s'y arrêter et poser aussi des questions à un moment donné qui permettent aussi de savoir si la personne va pouvoir s'intégrer à cette équipe de façon fonctionnelle en limitant au maximum les conflits, même si souvent, parfois, le conflit est positif. Et donc, ça nous amène à cette qualité du lien. La qualité du lien, on est sur des travaux de Robert Zuilly, qui est psychologue, et qui a travaillé sur ce quotient d'interaction émotionnelle, la manière, en fait, dont notre intelligence émotionnelle va rentrer en contact avec l'autre, la façon dont le lien va se créer entre nous. Et donc, il a, avec ses travaux, voilà, mis en lumière, en tout cas, que le lien, c'était en fait l'expression de 5 éléments distincts, l'entente immédiate, la compatibilité profonde, la complémentarité, la ressemblance et le risque de conflit. Alors, on pourrait détailler, mais on ne va pas avoir le temps tout de suite. Mais en fait, de façon très simple, l'entente immédiate va être le rapport. En fait, vous savez, vous rencontrez une personne pour la première fois et tout de suite, vous la trouvez sympathique sans que vous sachiez pourquoi. Donc là, on va être sur cette notion d'entente immédiate qui est totalement subjective, qui est reliée à la manière dont les interactions se passent, mais sans que ça soit du tout conscient. La compatibilité profonde, là, on va être plutôt sur la notion de valeur. Donc, en fait, à un moment donné, on a tous des valeurs, une éducation, une histoire qui va construire notre fonctionnement. Et parfois, on va se rapprocher des valeurs de notre collègue et parfois pas du tout, parce qu'on a des visions, peut-être une culture, une éducation tellement différentes que nos valeurs de base ne sont pas les mêmes. La complémentarité, c'est cet outil nécessaire qui va permettre aux équipes en fait, de pouvoir travailler ensemble en permettant à chacun d'apporter des choses utiles au groupe. Donc, cette complémentarité, elle est essentielle parce que si vous mettez ensemble des gens qui fonctionnent pareil et qui se ressemblent dans une même pièce, on ne va pas aller très loin, notamment sur la recherche de solutions, on y arrivera plus facilement avec de la complémentarité. La ressemblance, c'est celle qui me fait dire, ben voilà, on a les mêmes codes, on regarde les choses avec les mêmes lunettes, on a sur une même situation, on va ressentir à peu près les mêmes choses aussi. Donc là, on est sur une ressemblance qui fait que finalement, sur la fameuse scène que j'exposais tout à l'heure, ces deux témoins de la scène identique auront à peu près le même ressenti. Et les risques de conflit, bon, évidemment, c'est ce qui risque de nous écarter l'un de l'autre. Ces travaux sont assez intéressants si vous avez l'occasion d'aller voir et c'est surtout que ces travaux ont donné lieu en fait à un test. Donc en fait vous avez la possibilité, il y a un outil gratuit en fait qui est utilisé sur ce site, donc vous aurez le lien, mais du coup l'idée de cet outil c'est de vous permettre de pouvoir réaliser votre profil relationnel à travers du coup cette notion d'interaction émotionnelle. Donc on est sur un QCM projectif que vous trouvez en ligne. Vous allez pouvoir vous matcher avec une ou deux personnes. L'idée, en fait, c'est que ce questionnaire, il soit une base à la réflexion et à savoir comment, effectivement, vous pouvez l'utiliser pour améliorer vos relations à l'autre. Et peut-être, si vous vous matchez avec des collègues, l'outil, il doit vous permettre, en fait,
on n'est jamais dans, c'est pas un outil de jugement, évidemment pas, on est tous différents et chacun, il n'y a pas plus de valeur pour l'un ou pour l'autre, mon ressenti n'a pas plus de valeur que celui d'un autre, la manière de réagir n'a pas plus de valeur que celle d'un autre, mais cet outil, en fait, il doit vous permettre de vous comprendre et de savoir où ça pêche pour essayer de trouver des solutions. Donc, ça peut être des solutions très pratico-pratiques, des solutions en termes d'accompagnement ou de communication, très simplement. Parce que des fois, en créant une interaction à 3 plutôt qu'à 2, et ben, du coup, ça recrée un lien fonctionnel. Et puis, du coup, voilà, je vais m'arrêter là, peut-être, Florent. Ou Ouais, ça va ouais, on mm, garde un temps pour les questions. mm. Merci Sophie. En effet, on a encore pas mal de ressources et de diapos à vous partager, mais je m'engage à vous faire ça sans souci. On a quatre questions et il nous reste 5 minutes, donc c'est plutôt bien. Je te les lis, Sophie, si tu veux, mais tu peux Ouais. les découvrir également. Il y avait une question sur les interactions. Quelles conséquences le télétravail a sur les interactions avec les autres? C'était quand tu évoquais en fait les notions par rapport aux études qui avaient été faites sur Ah, euh, quand j'évoquais la qualité des du liens. coup la qualité des liens. Mm. Ouais. Alors, enfin, il y a des études, du coup, je ne vais pas repartir sur les slides. Non, ça, donc la question, c'est l'impact. Ben, l'impact, enfin, il y a des études qui ont été faites récemment sur l'impact du télétravail dans la qualité de cette relation, justement, de ce lien à l'autre. Beaucoup plus difficile, évidemment, parce qu'on a la question de l'écran, en fait, qui fait que visuellement, déjà, on a parfois du mal à ressentir les émotions des autres. On n'a pas forcément, en plus, tout le panel. On a vraiment qu'une vision écourtée de la personne. Les entreprises qui s'en sont bien, alors moi je vais parler du positif pour le coup et des retours que je peux avoir, les entreprises qui s'en sont bien sorties sur la mise à distance des équipes, c'est celles qui ont eu un point extrêmement régulier en fait et qui ont permis des face à face. Parce que se réunir en équipe complète, donc à chaque fois avec plein de petites vignettes, c'est super, c'est important, mais en fait il est important d'être dans la relation interpersonnelle en fait. Et donc les entreprises qui ont bien réussi à travailler justement à n'avoir aucun impact de stress ou de conflit au travail lié à la mise à distance. En plus, je pense que c'est une boîte avec qui j'ai échangé récemment et qui n'avait jamais fait de télétravail avant ça. Donc, c'était en plus une découverte. Et bien, en fait, le fait de pouvoir créer des interactions à deux, entre les managers et les collaborateurs et collaboratrices à la demande, mais aussi de façon très régulière en les instaurant dans le planning, en fait, ça a permis de garder ce temps, notamment d'échange qu'on peut avoir à la machine à café de façon entre deux portes et qui va nous permettre des fois de redescendre en pression aussi. Hein, parce qu'on a eu un client juste avant qui nous a agacé. Alors qu'on est sur place au bureau, on peut aller dans le bureau d'à côté, aller se plaindre un peu, aller à la machine à café, boire un café, se détendre, fumer une cigarette, j'en sais rien. Chacun a sa manière de se détendre. Quand on est chez soi dans son écran, c'est beaucoup plus difficile. Donc ça a permis, cette relation-là qui s'est installée en face à face, à distance, a permis d'éviter ces risques-là, psychosociaux pour le coup. Hein. Merci. Il y avait une question sur le recrutement. Alors, c'était posé sous l'angle quel type de questions en entretien pour recruter quelqu'un on peut imaginer pour mesurer les relations possibles. Et peut-être que tu peux répondre à ça ou répondre à travers le quotient d'interaction émotionnelle, comment il est utilisé lors des entretiens également. Ça peut faire une Ouais. double réponse. Donc effectivement, c'est pas forcément. Alors le problème on peut trouver des questions qu'on va poser au candidat ou à la candidate et qui va nous permettre à un moment donné de pouvoir détecter certaines valeurs fondamentales, par exemple. Donc ça, c'est possible hein, d'avoir des questions précises qui peuvent être utilisées. Donc on peut en construire. La problématique, c'est qu'en fait, on n'est pas du tout sûr d'avoir une réponse honnête. Euh, donc, en fait, on va se baser sur quelque chose qui n'est pas forcément une réalité. Il suffit en plus que le candidat ou la candidate n'ait pas elle-même vraiment conscience de la manière dont elle fonctionne. Et forcément, du coup, ça va être biaisé. Et votre propre interprétation de ce qui va être dit va être biaisée aussi. Donc, en fait, le seul moyen d'être le plus, j'allais dire, factuel et objectif possible, c'est d'utiliser des outils, en fait. Alors, ça peut être des outils comme celui-là, mais il y en a d'autres. Hein. Aujourd'hui, les entreprises utilisent tout un tas d'outils qui permettent
relationnel, émotionnel des salariés. Alors, moi, effectivement, je travaille avec cet outil-là, ce questionnaire projectif, parce que je trouve qu'il est assez complet, mais il y a des entreprises qui travaillent avec d'autres outils aussi. L'avantage de cet outil, bon, moi, je parle pour celui que je connais, c'est qu'en fait, quand on l'utilise sur du matching de personnes, en fait, et du matching d'équipe, parce que l'idée, en fait, c'est de matcher la personne potentiellement qu'on va recruter avec son manager direct ou avec l'équipe entière de travail. Et on va avoir des éléments très complets sur justement les fameuses fibres relationnelles qu'on a vues tout à l'heure. Donc, ces éléments très complets, ils vont pouvoir nous permettre déjà de vérifier que cette personne va pouvoir s'intégrer facilement, mais ça ne fait pas tout non plus. On a parfois sur ce matching en fait des taux très élevés, avec des taux de 80-85% de matching positif. Mais derrière, la relation ne va pas se mettre en place. Parce que l'outil n'est pas là pour vous dire oui, vous pouvez recruter la personne, non, vous ne pouvez pas la recruter. L'outil est là pour vous permettre d'avoir des bases pour travailler efficacement à l'intégration de la personne de façon la plus optimale possible. Et donc, en fait, c'est pas l'outil qui fait tout. Même si on recrute quelqu'un qui a 83% de matching avec soi-même, c'est arrivé pour une dirigeante là, qui a recruté en plus son bras droit. Elle me dit, oh, c'est génial, on a 83% de taux de matching, c'est formidable. Sauf qu'après, du coup, elle n'a pas pris du tout soin de la relation. Elle s'est pas intéressée plus que ça à l'intégration. Et en fait, elles ont raté des marches et c'était fichu. Donc, un outil reste un outil utile pour savoir, pour objectiver ses choix, mais ça ne reste qu'un outil au service d'une volonté. Il est midi, il y a 3 ou 4 questions. Alors Mince, vous je voyez, voudrais quand je suis pas à parler. Ouais. Non, mais c'est parfait, Sophie. Merci de prendre le temps de répondre à tout ça. Je vais choisir arbitrairement pour respecter le timing, au hasard. Je vais prendre comment aider les salariés en situation de stress. Un petit conseil de management. Du coup, comment les aider? Il y a plein de choses pour les aider, mais déjà prendre le temps de discuter avec la personne et de savoir éventuellement ce qui est la source de son stress et de pouvoir l'accompagner. Puis des fois, peut-être qu'en tant que manager, c'est pas forcément mon rôle non plus. Donc c'est super compliqué de répondre à ce genre de questions, pour être honnête, parce qu'il n'y a aucune situation qui se ressemble. Donc, parfois, on peut conseiller à la personne d'aller voir quelqu'un, on peut lui conseiller un accompagnement, on peut mettre en place un coaching. Ça dépend vraiment des personnes, des attentes. Et en tant que manager, on n'est pas censé être non plus psy, même si on peut essayer de prendre conscience, par contre, que la personne est en souffrance, rien que ça, en fait. Rien que de prendre conscience que la personne est en souffrance et pas la juger sur cette souffrance en se disant, c'est pas grave, encore un problème, elle a toujours un problème, vous voyez le truc, hein, c'est ce qu'on dit des fois dans notre réunion de travail. Déjà, rien que faire ça, c'est déjà beaucoup. De ne pas être dans le jugement et d'arriver à comprendre qu'elle peut être en souffrance, même si la souffrance qu'elle exprime, on a du mal à la comprendre parce que ce n'est pas nos ressentis, c'est pas... Super, merci beaucoup Sophie, merci à tous. Pour éviter toute frustration, ce que je vous propose, c'est que si vous avez des questions qui vous grattent encore, vous les envoyez soit en fait à l'équipe de Trajectoire Tourisme, soit à la Mona. On les collecte et puis avec Sophie, on prendra le temps d'y répondre. Et comme ça, quand je ferai l'article ressources, je répondrai à tout ça. Si ça vous va. Des petits pouces ou pas? Ok, super. Merci à tous. C'est passé super vite. Merci Sophie. Voilà, très bientôt. N'hésitez pas à nous poser toutes vos questions sur complémentaires. Je vous souhaite une bonne journée, un bon appétit, un bon mercredi après-midi avec les enfants. Enfin, moi, c'est ce que je vais faire. Et voilà, je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.